Alors nous sommes partis d'un constat qui, je pense, est partagé par tout le monde, c'est que l'Afrique connaît une croissance démographique très importante. Certains parlent de dividendes démographiques. Chez SAP, nous préférons parler d'atouts que constitue la jeunesse africaine, mais qui constitue également son principal défi. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons près de 10 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Donc nécessairement, il convient de leur donner à chacun un emploi. On voit que donc la formation peut jouer un rôle clé dans ce domaine-là. Aujourd'hui, ce challenge de donner aux jeunes Africains un travail n'est que très partiellement réussi, puisque nous avons un chômage de masse qui s'est installé chez les jeunes, puisque près de 40 millions de jeunes Africains sont soit au chômage, soit sous-employés aujourd'hui. On voit donc l'ampleur du défi que nous devons relever. Ensuite, nous avons deux autres défis assez importants, qui est celui de l'accès à Internet. On sait bien tous qu'en Afrique, en dehors des zones urbaines, dans la plupart des pays, il est extrêmement difficile d'avoir un accès à Internet. Nécessairement, il faut donner la chance à chacun de pouvoir accéder à ces ressources. Et ensuite vient le problème du contenu des formations. Aujourd'hui, compte tenu de la croissance démographique en Afrique, les pays africains dépensent beaucoup en termes de dépenses et de budget d'éducation nationale, notamment au niveau du pourcentage de la richesse et du budget alloué justement à ces budgets de l'éducation nationale. Il est supérieur notamment au pourcentage alloué en Asie. Donc on voit que les pays africains font des efforts. Cela dit, compte tenu du nombre d'enfants à scolariser, il faut savoir que dans la plupart des pays africains, si vous raisonnez en termes de volume, il faut quasiment créer une école par jour. Il faut quasiment créer une école par jour afin de scolariser les enfants qui arrivent justement en âge de scolarisation. Ce n'est pas une école en tant que telle, mais c'est réparti en termes de volume sur l'ensemble du territoire. Naturellement, les ressources sont donc employés pour gérer ce phénomène quantitatif. Mais cela ne doit pas, surtout pas, nous empêcher naturellement de raisonner en termes de qualité et de contenu des formations. Et ça, c'est également un défi qui est devant nous. Alors, nous avons un défi colossal qui est justement de donner un emploi à ces 10 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Et naturellement, les vieilles recettes, le travail en isolation entre le secteur public, le secteur privé, ne fonctionnent plus. Nous devons avoir une approche commune, une convergence des énergies dans un partenariat public-privé si nous voulons avoir une chance de résoudre ce défi qui est de donner un emploi à ces jeunes Africains. Il faut donc une approche audacieuse, une approche ambitieuse qui conjugue l'ensemble des énergies, des autorités, mais aussi de l'écosystème privé, mais aussi associatif, afin de donner une chance à ces jeunes d'avoir un avenir qui leur convient. Alors, nous avons vu que nous avions un défi très important devant nous, mais naturellement, en tant que professionnels du numérique, ici, vous savez que les opportunités aussi sont immenses. On le voit aujourd'hui, l'impact des nouvelles technologies, du cloud, du big data, de l'Internet des objets, tout ça crée en fait un écosystème des opportunités qui sont fantastiques en termes d'emploi. Encore faut-il savoir les relever. Ce qui a été dit lors de la réunion du Conseil européen d'octobre 2016, vous voyez donc Angela Merkel, le président Hollande et le président Juncker. Vous avez aussi le président de SAP avec là les lunettes un peu teintées. Il a été dit qu'il y avait un lien direct entre intégration numérique et compétitivité économique. Cela veut dire qu'il y a un lien direct entre la formation, notamment des populations en termes numériques, et la création d'emplois. C'est à partir de là, de ce constat-là, que nous avons décidé de lancer un programme de formation des jeunes à la programmation informatique en Afrique. Alors, comme on sait, en informatique, on parle souvent de langage. Un langage, ça s'apprend d'autant plus vite que l'on est jeune. Tout le monde le sait. Une langue, on l'apprend d'autant plus facilement et rapidement qu'on est jeune.
C'est la même chose pour la programmation informatique. Cela nous a donné donc l'idée de nous concentrer sur la tranche d'âge des jeunes Africains de 8 à 17 ans. Autre point qu'il convient de considérer, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de consommation de contenu numérique. Paradoxalement, il y a très peu de production de contenu numérique. Et ça passe d'abord par un changement de mentalité qui est nécessairement un changement de mentalité qui doit se produire très jeune. Il faut que les jeunes Africains réalisent très jeunes, très tôt, qu'ils ont un potentiel en termes d'innovation, de création, afin de changer ce rapport passif vis-à-vis de l'outil numérique et d'avoir au contraire une approche active de création vers cet outil. Voilà, c'est donc l'objectif de l'Africa Code Week, c'est de former ces jeunes le plus tôt possible, de changer cette mentalité, de leur donner confiance dans l'avenir. Ce projet, ce n'est pas d'en faire des experts en termes de maîtrise de l'outil informatique, mais de créer cette petite étincelle, cette petite passion qui va se développer chez eux, qui va leur donner l'envie d'aller plus loin, et pourquoi pas de creuser, de devenir des entrepreneurs numériques et de créer ensuite derrière des richesses et des emplois pour les pays africains. Alors, la Semaine africaine du code a connu un succès retentissant puisque nous avons commencé cette initiative en 2015. L'objectif était de former 20 000 enfants et au bout de la deuxième saison, à la fin de la saison dernière, nous avons donc formé plus de 400 000 jeunes à la programmation informatique. On voit donc que cette initiative prend de l'élan, qu'elle constitue aussi une initiative porteuse, un engouement véritablement derrière ce projet qui en fait, j'ai mis 5 millions en 2025, mais véritablement l'objectif que nous souhaitons réaliser, c'est que chaque jeune Africain soit formé à la programmation informatique lors de son cursus scolaire. C'est ça l'objectif ultime. Ce n'est pas un objectif chiffré, c'est véritablement que l'informatique soit inscrit comme matière et comme savoir fondamental dans le cursus scolaire de chaque jeune Africain. Auparavant, on disait qu'un élève devait au moins sortir de l'école en sachant lire, compter, écrire et compter. Maintenant, il faut qu'un élève, il faut bien réaliser cela, doit sortir de l'école au minimum, véritablement minimum, en sachant lire, écrire, compter et coder. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif de l'Africa Code Week. Alors cette année, nous avons étendu le programme à 35 pays sur une semaine et l'objectif est de former plus de 500 000 jeunes. Nous avons l'habitude, j'ai envie de dire la bonne habitude de dépasser nos objectifs allègrement. Donc je pense que cette année, nous allons en former beaucoup plus. La semaine vient de se terminer le 25 octobre. Il y a, en fait c'était hier, c'est bien ça. Et donc nous attendons, nous compilons les résultats, mais nous sommes optimistes quant à l'atteinte et même au dépassement significatif de cet objectif. Alors, nous avons vu la nécessité de former les jeunes Africains très tôt à la programmation informatique. D'abord, ce que je souhaite dire, c'est que les jeunes Français aussi sont formés. Il n'y a pas qu'en Afrique que l'on forme les jeunes à la programmation informatique, donc il s'agit de les mettre à niveau, de leur donner les mêmes chances que leurs camarades ici en Europe. Puisque en Europe, les jeunes sont formés dès le début du collège jusqu'en troisième. Et ceci est fait grâce à un logiciel qui s'appelle Scratch, qui est un logiciel dit open source, c'est-à-dire que c'est un logiciel libre de téléchargement, d'accès, de distribution, d'utilisation, qui est basé sur 4 principes. Le principe d'abord du projet, c'est-à-dire que l'enfant a toujours en ligne de mire le but qu'il doit atteindre. Il sait déjà ce qu'il doit faire. Ça, c'est particulièrement motivant pour l'enfant. Le deuxième aspect de ce projet-là, de ce logiciel-là, c'est l'aspect de la passion. Il est véritablement développé pour créer cette petite étincelle et faire que l'enfant se passionne pour l'outil informatique. Le troisième aspect de cet logiciel, c'est l'aspect collaboratif. Ce logiciel qui a été développé par le Massachusetts Institute of Technology, l'une des plus prestigieuses universités technologiques américaines,
justement, et fournit un écosystème très important puisqu'il y a plus de 25 millions de projets qui sont disponibles sur le web. C'est-à-dire qu'un enfant peut aller voir ces 25 millions de projets, il peut les exécuter, il peut aller voir dans le code comment certaines implémentations ont été réalisées et donc apprendre avec les autres. C'est donc tout l'aspect collaboratif. Enfin, le dernier point de ce logiciel, c'est qu'il est basé sur le jeu. On sait que les enfants apprennent beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement et plus longtemps surtout. On peut focaliser leur attention plus longtemps lorsqu'on se base sur l'aspect du jeu. Et ce logiciel permet en 5-6 instructions de base de créer déjà une petite animation véritablement assez spectaculaire et en une dizaine ou une quinzaine d'instructions de créer un jeu véritablement. Voilà. Donc, nous intervenons sur un partenariat public-privé. Là, je n'ai pas pu mettre tous les gouvernements, mais je souhaitais remercier nos partenaires principaux. D'abord, l'ensemble des gouvernements africains chez qui nous sommes intervenus. Je l'ai bien dit, je n'ai pas pu tous les mettre ici sur la présentation, mais sans leur aide, nous ne pourrions former les professeurs et les jeunes, donc je tiens à les remercier et je compte sur leur soutien pour les années à venir. Je souhaite aussi remercier nos partenaires tels que l'UNESCO, à travers son initiative de Youth Mobile, de M. David Storti, et aussi le monde associatif à travers les fondations Life Builders, qui est notre partenaire en Afrique francophone. Nous avons un écosystème d'à peu près 100 partenaires et 80 ambassadeurs en Afrique. Ça vous dit le soutien que nous avons pour cette initiative. En conclusion, je pense avoir parlé d'abord de chiffres, des 10 millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché du travail, des 40 millions de chômeurs aujourd'hui, de jeunes chômeurs en Afrique. Mais en fait, l'Africa Code Week, c'est plus que des chiffres. C'est aussi des moments magiques que nous participons et que nous vivons ensemble. Tout ceci à travers justement les moments où des jeunes touchent pour la première fois un ordinateur, où un jeune devient en quelque sorte le formateur pour ses camarades. C'est donc à la fois un programme noble qui vise à donner aux jeunes les clés pour leur réussite future, mais c'est aussi une aventure humaine que je vous invite aussi à vivre avec nous. C'est pour ça que vous, en tant que décideurs numériques, je compte sur votre soutien pour rejoindre notre initiative, nous aider. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire en commun et nous arriverons naturellement à inscrire donc, la formation des jeunes Africains à la programmation informatique comme une réalité en Afrique dans le futur. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Je vous invite à prendre... Ah ben vous avez une place là. Donc nous sommes maintenant donc, sur un sujet qui a été largement évoqué hier et aujourd'hui, donc sur la question des talents et de la formation. Beaucoup d'orateurs en ont parlé. Je ne sais pas si c'est la loi des séries. Moi-même, je viens on m'a demandé de travailler donc en Algérie sur la réforme de l'enseignement. Donc, dans cette table ronde au numérique, nous allons faire deux parties. Une première partie sur les besoins. Donc ici, nous avons des chefs d'entreprise. Et donc, les premiers types de questions, c'est de dire, dans votre métier, est-ce que vous avez des besoins en compétences que vous avez peut-être du mal à trouver, etc. C'est le premier type de question. Et puis, le deuxième type de question, c'est de dire, qu'est-ce qui se passe en matière de formation? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous avez comme recommandation à faire? Voilà les deux temps de cette table ronde. Donc, j'en viens à la première question pour savoir, cette fois-ci en tant que chef d'entreprise ou président du GICAM, monsieur le président, est-ce que vous avez repéré, vous, des besoins en compétences qui, pour l'Afrique aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à trouver, vous sentez qu'il y a un besoin plus spécifique de ces compétences? Je pense que la question que vous posez, c'est un euphémisme, savoir s'il y a des besoins. Je pense que l'Afrique a besoin de tout. Et l'Afrique a aussi tout.
Et il faut, aujourd'hui, c'est la capacité de l'adéquation, de faire le lien. Et s'il faut parler de cette problématique des talents, des hommes, je vais vous dire ce que je pense en la matière. L'Afrique a beaucoup de talents. Je pense qu'on a dit tout à l'heure, il y a presque 10 000 personnes qui rentrent, 10 millions. Parce qu'au Cameroun, il y a presque 1 million, effectivement, qui rentrent dans le monde du travail tout le temps, tous les ans. Et donc, il y a beaucoup qui sont formés. Et si l'Afrique aujourd'hui a une chose qui est véritablement un potentiel qui peut se prévaloir, je dirais son différentiel même de compétitivité, c'est d'abord sa jeunesse. Ce sont ces hommes, cette jeunesse qui a pu s'adapter, aller beaucoup plus vite que l'Europe sur le numérique. Et je dirais que c'est cette ressource-là que l'Afrique est prête à vous offrir de manière massive. Malheureusement, l'Europe ne peut pas vouloir cette, je ne vais pas dire de cette marchandise-là, mais c'est celle-là qu'on a d'ailleurs beaucoup à exporter. Et si rien n'est fait pour que ce produit-là reste en Afrique, soit valorisé en Afrique à travers des partenariats de transfert de technologie justes, équitables, qui ne font plus de l'Afrique ce comptoir d'importation, mais un terroir où il y a un partage équitable de la ressource et de la valeur ajoutée, eh bien, le risque est grand de voir l'Europe être déstabilisée en permanence. Merci. Merci bien, Monsieur le Président. Personnellement, je suis convaincu que les entreprises du Nord qui ne travaillent pas avec les entreprises du Sud sont condamnées à terme. Je pense qu'on a vraiment besoin les uns des autres. Mais peut-être d'autres personnes à ce panel souhaitent nous dire un mot sur leurs besoins en compétences, parce qu'il y a des besoins en volume, mais il y a aussi des besoins dans tel ou tel domaine plus particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire que c'est plutôt dans tel secteur ou dans tel autre que vous avez besoin de compétences ? Bonjour, Khaled Igué. Donc, je vais parler du côté business de ma personne. Je suis le directeur des partenariats à l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, qui est un grand groupe marocain qui compte 23 000 personnes au Maroc, qui est le leader mondial de l'industrie du phosphate. Nous, en 2016, on a ouvert 12 filiales en Afrique, dans 12 pays africains. On a embauché 150 personnes sur une année dans les pays africains, qui va du country manager, donc du directeur de la filiale, jusqu'au simple chef de projet. Je peux vous dire que ça a été une opération à succès. Les 150 personnes ont été embauchées sur place dans les pays. En Côte d'Ivoire, vous avez 25 personnes aujourd'hui. Les 25 personnes jusqu'au country manager sont ivoiriens. Au Bénin, pareil. En Éthiopie, pareil. Au Kenya, pareil. C'est dans le numérique ou c'est dans les phosphates? Non, c'est dans tous les projets des business développeurs. Vous avez des commerciaux, vous avez des chefs de projet, vous avez un DSI, un directeur du système d'information. Et tout ça a été embauché sur place. Et la conclusion qu'on en a tirée, c'est que lorsqu'on vient dans un pays, déjà avec la vision de travailler avec les gens du pays, on arrive à trouver les compétences. Lorsque la stratégie est basée uniquement sur ça et qu'on ne réfléchit pas autrement et qu'on donne tout pour ça, on arrive à trouver les compétences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on vient aussi dans une optique de partenariat pour travailler avec les entreprises locales, je pense aussi qu'on arrive à trouver les compétences. Tout dépend des moyens qu'on y met. C'est normal, si vous allez dans un pays et que vous payez un chef de projet à 100 000 francs CFA, vous aurez du mal à le trouver. Sinon, vous allez trouver quelqu'un qui n'a pas les compétences dont vous avez besoin. Mais si vous mettez les salaires qui vont bien, vous allez trouver des personnes compétentes. Ça pullule peut-être pas, mais vous allez finir par les trouver parce que ces personnes sont formées et sont là. La question qui se pose après, c'est comment vous adaptez les personnes que vous trouvez sur le terrain à vos outils ou à votre manière de travailler. Ça, c'est une autre question qui nécessite parfois 3 mois, 6 mois de formation en interne pour y arriver. Et je sais qu'on va aborder la question de la formation plus tard, donc je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Monsieur. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, Douglas Mbiandou, président du centre de formation BGIS. Donc, nous, notre métier, c'est la formation. Nous formons des professionnels de l'informatique. Aujourd'hui, nous avons des clients qui sont des banques. Nous avons des clients qui sont des administrations publiques.
En termes de besoins aujourd'hui, puisque notre métier c'est la formation, nous ce qu'on recherche en permanence en fait, des professionnels qui ont 5, 10 ans, 15 ans d'expérience et qui ont en plus de leur expertise technique un volant pédagogique. Notre métier c'est former. Nos clients nous payent pour ça. Ils nous payent pour former, c'est comme ça que nous gagnons de l'argent. Donc aujourd'hui, les sujets qui m'intéressent, c'est les sujets d'actualité. Aujourd'hui, je suis spécialiste dans une technologie en particulier qui est le langage Java. Donc, mes clients, en fonction des besoins qui sont les besoins d'aujourd'hui, Internet des objets, le cloud, le big data, ils viennent me voir en disant « Écoute Douglas, propose-moi des formations personnalisées qui correspondent à mes besoins, l'administration publique, le secteur privé, sur ces domaines-là. » Donc, je cherche aujourd'hui des professionnels qui ont une expérience sur ces sujets qui sont plus ou moins relativement nouveaux, qui ont pu réaliser des projets réels sur ces projets et qui ont un vernis pédagogique. S'ils n'ont pas le vernis pédagogique, je vais leur apporter le vernis pédagogique. Nous allons ensemble construire des plans de formation afin de répondre à la demande. Ça, c'est pour la France. Maintenant, sur l'Afrique, c'est pareil. J'ai des clients qui me demandent des professionnels et donc je vais identifier des professionnels qui ont une expérience et je vais apporter le vernis pédagogique. Mais ce sont des sujets sur lesquels il y a des besoins aujourd'hui. Ça peut être du développement, ça peut être en transversal, en horizontal ou en vertical, mais sur des sujets aussi comme AngularJS, on parlait des technologies que tous les développeurs connaissent, toutes les ingénieries de développement connaissent, qui sont d'actualité, qui sont éprouvées et qui correspondent vraiment à une finalité avérée. Donc voilà, je cherche, s'il y en a dans la salle, d'ailleurs, c'est peut-être une occasion de le dire, hein, je cherche des spécialistes en AngularJS, je cherche des spécialistes sur les technologies Spring, je cherche des spécialistes sur les technologies Node.js. Voilà, tout ça, ce sont des sujets d'actualité qui sont nécessaires ici en France, en Europe, partout dans le monde. Merci. M. Zaglani. Bonjour. Alors, moi, je suis un peu particulier, parce que je ne suis pas du tout sur le codage. Je suis sur la première industrie au monde, qui est l'industrie créative. Et l'industrie culturelle créative, aujourd'hui, c'est à peu près 2700 milliards. Je crois que j'avais noté, ça doit être ça, c'est autour de 2700 milliards. Et ce qui est étonnant, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, c'est 0,9% de cette industrie. Cette industrie créative, culturelle, numérique, c'est quoi ? Ce sont les jeux vidéo, ce sont les effets spéciaux, c'est la réalité virtuelle, c'est tout ce qui est transposition, par exemple, dans le numérique, du tourisme culturel. Cette industrie, aujourd'hui, est très très importante pour l'Afrique et pour notre continent, puisqu'on est inexistant. Et quels sont les besoins ? Parce que moi, je suis un ancien de la Commission européenne, et quand j'ai quitté la Commission et les institutions, suite à la révolution en Tunisie, je voulais faire quelque chose pour le pays. Et j'ai regardé ce qu'il y avait d'intéressant dans le futur, et j'ai décidé d'investir avec un ami dans un gros studio de jeux vidéo. Aujourd'hui, discrètement, on est en train de devenir l'un des plus gros studios de jeux vidéo en Afrique. Et ce qui est intéressant dans cette vision, c'est pas qu'on ne fait pas que du jeu vidéo. On a essayé de travailler sur les industries du futur, puisqu'on s'est aperçu qu'aujourd'hui, et c'est ça, c'est très important, c'est un message que je voudrais vous faire passer, c'est que aujourd'hui, la gamification, elle est de partout. Vous la trouvez, on parlait des Serious Games, mais elle est aussi aujourd'hui, quand vous faites un site Internet, le site Internet est gamifié parce qu'il est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, on parle de la réalité virtuelle, on parde de la 3D, tout le monde est en train d'investir dans ce secteur d'activité. Et il s'avère qu'en faisant la prospective, on a décidé d'investir dans ce studio, mais on s'est aperçu très rapidement qu'il manquait des compétences. Parce que le métier du jeu vidéo, c'est un métier qui est très très spécifique. Il faut des ingénieurs, des développeurs, des game designers. C'est très complexe. Donc on a essayé, on est en train de travailler, notamment avec une école qui s'appelle Esprit, qui est ici. On a essayé de monter, on est en train de monter des projets, on est en train d'investir dans notre programme. Et si vous voulez, ce qui est très important, parce que notre objectif aussi à tous, ici, c'est de répondre à la demande des jeunes et c'est de créer des emplois. Et ce qu'on a fait, et je vais m'interrompre, mais c'est pour donner des exemples. En faisant cela, quand vous avez une vision, quand vous avez une stratégie, vous pouvez commencer. Nous, on a commencé avec le jeu. J'ai essayé de fédérer, à partir de la Tunisie, tout ce qui existait. On a commencé à se faire connaître au niveau de la 3D, des effets spéciaux. Et du coup, on a été repéré par un grand groupe européen qui est venu l'année dernière investir en Tunisie. Pourquoi ? Parce qu'on avait créé un écosystème
liées à la 3D, à la réalité virtuelle, et il a créé 400 emplois l'année dernière en Tunisie. Et nous sommes sur le point d'attirer de nouveaux grands groupes, parce que cette industrie de la 3D est totalement méconnue. On parle tous du codage, mais c'est une industrie future. On parle de l'industrie 4.0, c'est l'industrie du futur. L'industrie du futur, c'est la 3D. Vous la trouvez de partout. Vous la trouvez dans la réalité virtuelle, vous la trouvez dans les effets spéciaux, dans la cartographie, dans l'IoT. Elle est de partout. Si vous n'avez pas cette stratégie 3D en Afrique, ce n'est même pas la peine de continuer. Merci bien. Je rebondis dans l'exposé sur la nécessité de prospective et de travailler sur le futur en demandant à d'autres intervenants, et notamment SAP et Quant, sur un aspect important donc, à la base de la formation, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Donc cette fois-ci, ma question, c'est plus qu'est-ce qu'il y a comme besoin aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous avez repéré comme besoin en compétences pour les années à venir. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot SAP sur le sujet. Alors nous, chez SAP, donc, effectivement, on a du mal à trouver donc, des personnes directement employables. Je pense que ça, c'est valable. Déjà, c'est difficile en Europe et c'est d'autant plus difficile en Afrique parce que nous avons besoin en fait de profils multiples. Nous avons besoin d'une personne qui ait une expérience en général en implémentation de projets, donc en termes de conduction de projets. Ensuite, nous avons besoin d'une compétence sur notre gamme de produits, un produit spécifique. Donc ça, c'est un deuxième requirement, j'ai envie de dire. Et le troisième demande, c'est, comment dire, ça m'est sorti de l'esprit, c'est le besoin... Excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire là. Mais on a vraiment le besoin en termes d'industrie. C'est-à-dire que souvent, l'implémentation d'un produit SAP nécessite une compétence spécifique dans une industrie. Ça peut être l'industrie minière, pétrolière, ça peut être une autre industrie. Donc on a ces trois axes en fait, ces trois compétences requises. Et donc ça fait qu'il est d'autant plus difficile de trouver ces personnes. C'est pour ça que nous avons implémenté en fait un programme. Là, je parlais de la formation des jeunes. Nous avons donc maintenant un programme plus d'insertion professionnelle qui s'appelle Skills for Africa. Et donc, nous formons 500 personnes afin de devenir des consultants SAP. C'est le profil que nous cherchons en Afrique. Donc, nous avons résolument décidé d'investir dans la formation a posteriori de ces personnes-là afin de pouvoir les recruter par la suite. Merci. Avant de passer à la formation qui sera le deuxième temps de notre table ronde, vous avez évoqué en disant on a besoin de trouver une personne. Enfin, donc c'est la question de trouver la bonne personne pour une entreprise donnée. Et je me dis que ça, c'est un petit peu le métier des moteurs de recherche. Donc j'aimerais bien votre point de vue à Quant pour savoir comment on fait pour trouver la bonne personne. Tout d'abord, je voudrais simplement revenir un tout petit peu sur le sujet précédent, où effectivement on cherche de talents et de compétences. C'est quand même intéressant de pouvoir effectivement faire des programmes, etc., mais il faut aussi pouvoir les vendre. Donc aussi, parmi les compétences, c'est un petit peu à la fois en dehors, mais c'est intégré quand même au numérique. C'est tout l'aspect marketing, communication qui est nécessaire. Si votre produit n'est pas connu, vous ne pourrez pas le vendre et il ne pourrait pas être apprécié. Ça, c'est la première partie. La seconde partie, pour revenir à ta question, c'est que simplement, effectivement, nous, Quant, en tant que moteur de recherche, nous sommes un bon endroit, une bonne vitrine pour un petit peu comprendre quels sont les besoins des gens et ce qu'ils recherchent en termes, en l'occurrence, là, d'emploi. Bien que j'insiste sur le fait que Quant est un moteur éthique, donc c'est-à-dire que nous ne traçons pas les gens, nous ne savons pas quelles sont vos recherches spécifiquement, mais on peut faire des études statistiques, ce qui est très différent. Donc là-dessus, effectivement, un moteur de recherche s'avère nécessaire aujourd'hui. Nous sommes en train, nous, de créer des verticaux, aussi bien par exemple dans le tourisme ou dans d'autres domaines culturels également, où les utilisateurs de Quant vont pouvoir se connecter, d'autres pouvoir se faire connaître. Aujourd'hui, nous avons 50 millions de visiteurs uniques par mois. L'année prochaine, ce sera autour de 200 millions par mois, qui permettra justement d'effectuer des recherches d'une manière beaucoup plus rapide et d'une manière beaucoup plus ciblée. Nos objectifs à nous sur l'Afrique étant avec ce que nous avons appelé Quant Academy, c'est à la fois d'être sur le local, de développer des compétences locales.
C'est-à-dire, quand je parle de compétences locales, c'est par exemple en termes de linguistique, de sémantique, pouvoir traduire par exemple, déjà un élément concret, c'est le site de Quant, le traduire dans une des langues vernaculaires du pays, par exemple. Ça, c'est un élément nécessaire. Ensuite, nous avons besoin de gens qui puissent comprendre ce que c'est qu'une indexation de base de données, parce que nous devons indexer les pays, et nous, ce que nous souhaitons, c'est pour chaque pays où nous allons nous implanter en Afrique, nous allons donner cet index à un représentant. C'est symbolique, mais c'est quand même très, je dirais, significatif de la démarche de Quant par rapport à un autre moteur de recherche qui est je dirais, qui est la majorité du marché, où nous, toutes les données ne nous appartiennent pas, elles restent propriété soit de celui qui l'a créé dans le domaine de la culture, ou soit du pays en termes de souveraineté numérique. Donc ça, ce sont des compétences un peu élargies, à la fois en termes de légal, hein, de droit, de juridique, en termes de cybersécurité aussi, on a besoin. Donc par le biais de comptes, effectivement, il est plus facile pour des entrepreneurs de rechercher des talents et des compétences. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais juste apporter une précision, parce qu'à chaque fois on parle des compétences, mais je voudrais apporter une nuance entre la formation et la compétence. En Afrique, il y a beaucoup de formation. Si vous recherchez les personnes formées, ils sont nombreux. La compétence, l'université ne forme pas la compétence, elle donne une connaissance. Les compétences s'acquièrent avec le travail, avec l'expérience. Et ça, maintenant, d'où c'est là le problème. Être capable d'offrir le travail aux personnes. Et c'est l'enjeu, c'est véritablement l'enjeu de l'Afrique, donc de créer un environnement propice à ce qu'il y ait plus d'entreprises, plus d'entrepreneuriat. À ce moment-là, vous aurez beaucoup de compétences entre vos mains. Quand aujourd'hui vous restez à chercher des compétences, mais où est-ce qu'ils ont appris cela? Mais ils n'ont que des connaissances pour la plupart qui sortent de l'école. Je vous suis tout à fait. Hein. C'est pour ça que nous, dans notre stratégie de développement, Quant Academy va être au niveau local, va former les gens, leur apprendre à travailler. On va les faire travailler sur notre moteur de recherche pour effectivement qu'ils acquièrent des compétences. Parce qu'ils vont avoir le savoir, mais effectivement, une compétence, ça peut s'acquérir que par le travail, que par, je dirais, le fait d'être confronté à des problèmes, de les résoudre, et de travailler en équipe avec ceux de Quant, les ingénieurs actuels, qui vont les former, qui vont les sensibiliser aux différents problèmes rencontrés, pour aussi l'objectif quand même important, qu'ils restent dans le pays et qu'ils restent là et qu'ils puissent se développer en même temps que nous développerons avec eux. Merci Philippe. Je crois qu'on va continuer tranquillement le tour de table sur le deuxième aspect qui est la formation. Oui, mais justement, sur ce deuxième aspect de la formation qui peut être de la formation initiale, qui peut être de la formation continue, qui peut être autre chose, qui peut être de la formation de l'expérience, du savoir-être et pas seulement du savoir-faire et pas seulement de la connaissance. Et donc, je propose que chacun d'entre vous donne un petit peu son point de vue sur la formation dans le numérique ou dans l'économie numérique en Afrique. Merci. Merci Alain. Donc, je reviens un peu à ce qu'on avait fait aux jeux vidéo. À partir de jeux vidéo, le studio, l'implantation, on s'est aperçu très vite qu'on n'avait pas cette expertise, cette compétence, même s'il y a de très très bonnes écoles en Tunisie. Donc, quand vous voulez travailler, et surtout, nous, toute notre production, elle est internationale, quand vous voulez travailler à l'international, vous êtes obligé d'avoir des compétences, et c'est malheureux à dire, quand vous travaillez avec les Américains ou les Européens, il faut être encore supérieur à eux, même si c'est vraiment encore meilleur qu'eux. Donc, il faut trouver ces compétences et il faut les former. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans une école qui s'appelle 3D Net Info, qui est l'une des premières écoles à travailler dans le secteur de l'industrie créative. Elle est basée en Tunisie, mais elle a une vocation africaine. Et depuis le début, donc, notre objectif a été de former les jeunes. Ça fait maintenant à peu près 7-8 ans que cette école existe. On a formé plus de 5000 jeunes. Aucun de ces jeunes est au chômage. Ils ont tous un boulot
et on vient recruter directement dans l'école. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui dans l'approche africaine qu'on a développée depuis 6-7 ans, c'est qu'on reçoit beaucoup de jeunes qui viennent de tous les pays africains, mais aujourd'hui aussi on a des jeunes qui viennent des pays arabes. Pourquoi ? Parce que ce type de formation est très très recherché et ça n'existe pas. Et le problème, c'est qu'on est très sélectif. C'est qu'on n'accepte pas n'importe qui, il faut vraiment une volonté, puisque dans l'école, on travaille sur projet. Pendant 2 ans, on travaille, les enfants ont une formation initiale, mais après, on travaille que sur projet. Et notre grande fierté avec Samia, la directrice du centre, et moi-même, c'est de voir que tous les jeunes africains, là, on parle du Cameroun, je vais vous donner un exemple du Cameroun, on a formé 5 jeunes. Aujourd'hui, ils sont installés l'année dernière, Nokuma. Je ne sais pas si vous connaissez Nokuma Studio de jeux vidéo au Cameroun. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands studios de jeux vidéo au Cameroun. Ils travaillent sur la 3D, sur la réalité virtuelle au niveau international. Et je peux vous assurer que c'est une sacrée vitrine pour le Cameroun. Mais c'est aussi une vitrine pour nous. Et c'est vraiment une très, très grande fierté parce qu'ils sont vraiment très, très bons. Et notre objectif maintenant, c'est d'essayer de dupliquer ce qu'on est en train de faire en Tunisie dans d'autres pays. Et il s'avère que le Cameroun est le prochain pays avec lequel on va s'associer pour développer les programmes de formation qu'on a mis. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que les programmes, les enseignants, et ça on va revenir, les coûts des formateurs internationaux sont très très chers. Quand vous faites venir un formateur d'Europe sur parce que c'est le jeu vidéo, mais la 3D, la réalité virtuelle, ce sont des techniques très spécifiques qui ont un coût. Un expert vous coûte entre 7 et 8 000 euros par semaine, sans compter les coûts de transport et de nourriture. Donc, vous voyez, quand c'est à la charge d'une entreprise privée, c'est très très difficile. Et quand on a une coopération sud-sud, c'est beaucoup plus simple. Là, on va bientôt faire la même chose en Côte d'Ivoire. On va aller aussi sur le Rwanda. Et cette expérience qu'on a menée intéresse beaucoup l'Union européenne. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui vient nous chercher pour pouvoir comprendre comment nous travaillons sur l'inclusion sociale dans le cadre des projets liés aux jeux vidéo, aux serious games, comment on met en place toute cette méthodologie sur laquelle on a travaillé pendant 10 ans, comment la transférer dans les pays africains. Mais l'Union européenne s'intéresse également comment transférer notre savoir-faire dans les zones défavorisées européennes. Vous voyez, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est même l'Union européenne qui vient nous chercher pour qu'on démontre. Et là, hier, on était à Bruxelles, et la semaine prochaine, on sera à Barcelone pour démontrer un peu le travail qui a été fait dans cette formation spécifique. Voilà. Merci. Monsieur Egwe. Oui, en fait, moi, je vais donner un exemple de ce que j'ai vécu, parce que je suis né, j'ai grandi au Bénin, pour expliquer ce que le président du patronat disait tout à l'heure, que j'ai trouvé très bien, en fait, la nuance entre la compétence et la formation. En fait, l'Afrique est en retard par rapport aux nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. Comme nous ne produisons pas de technologie et que nous devons faire des sauts, parce que nous devons rattraper ce qui se fait au niveau mondial, nous sommes dans une économie globalisée, donc nous sommes toujours en retard, en fait, en fin de compte. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais au Bénin et j'étais au lycée, on nous apprenait à coder sur du DOS. Ensuite, j'ai eu mon bac C, brillant, je suis venu en France pour faire une prépa. Une semaine après, on me donne un travail à faire sur Excel sur Visual Basic. C'est la première fois que je découvrais ça. Je n'y comprenais rien. Mais quand même, très vite, au bout de 2 semaines, très assidu, j'ai commencé à faire mes exercices sur Visual Basic. Ce que je vais expliquer, c'est qu'il y a 2 problèmes en fait. Nous avons effectivement un problème entre l'adéquation entre l'emploi et la formation à un moment donné. Et le deuxième point, c'est la professionnalisation. Ce n'est pas que nous ne sommes pas formés. Donc l'adéquation, l'emploi, la formation nécessite en fait qu'il y ait un consensus au niveau des pays entre les politiques, la société civile et les entreprises pour qu'il y ait un plan de développement de compétences au niveau national. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin de la professionnalisation. Et la professionnalisation, là, en entreprise, c'est vrai. On ne peut pas, si vous n'avez pas un écosystème d'entreprise, vous ne pouvez pas demander aux gens de professionnaliser. Si je n'ai jamais utilisé Java et que vous implantez une entreprise qui utilise Java, vous ne pouvez pas demander aux gens de savoir utiliser Java. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous, au sein du Think Tank Club 2030 Afrique, on a beaucoup travaillé avec la Tunisie, et je reconnais qu'il y a beaucoup de choses en Tunisie, avec l'université Dauphine Tunis. Aujourd'hui, il y a un concept qu'on appelle le concept d'université inversée. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a plein d'entreprises, des banques, des grandes entreprises dans le numérique qui sont installées à Tunis et qui financent la formation d'étudiants, ce qu'on appelle d'étudiants consultants. Donc, ces étudiants, on peut être 300, 400, ils sont formés, l'été, ils sont en entreprise, ils travaillent, l'année scolaire, ils sont à l'école, et au bout de 4 ans, 5 ans de formation, ils intègrent automatiquement l'entreprise. Et ils ont un boulot qui est assuré et ils sont compétents. Donc, c'est ça qu'il faut penser aujourd'hui. Il y a des sauts technologiques à faire
Donc, il faut trouver des modèles d'enseignement, des modèles de formation qui permettent aux gens d'avoir des compétences en sortant de l'école. C'est surtout ça. Merci. Obgis. Alors, moi, je commencerai par témoigner et féliciter le travail de Mohamed, puisque effectivement, au Cameroun, ouais, tout à fait, et puis au Kiro Games. Donc aujourd'hui, on sait que les personnes que tu as formées, en fait, elles produisent du résultat et au-delà, en fait, du continent. Donc ça, je trouve ça, c'est vraiment, vraiment super. Je salue aussi l'initiative donc de l'Africa Code Week, que moi j'ai découvert il y a 2 ans. On a un point commun, puisque c'est une initiative privée à la base, puisque nous, je fais le parallèle par rapport à 10 000 codeurs. C'est une initiative privée, donc ce sont des privés qui se disent bah, écoutez, il y a un problème, il faut qu'on crée de la compétence. Deuxième chose que je trouve intéressante, c'est qu'il y a eu de manière globale un engouement pour le projet et il y a derrière le secteur public qui valide. Donc ça, c'est une trajectoire que je souhaiterais personnellement pour 10 000 codeurs. En ce qui concerne l'initiative 10 000 codeurs, il faut savoir qu'à l'heure où nous parlons, il y a en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Sénégal, il y a des jeunes qui sont formés par des professionnels que j'ai personnellement formés. Donc mon métier aujourd'hui, par rapport à cette initiative qui est 10 000 codeurs, c'est de former des formateurs. Petite question. Entre les 500 000 et 10 000, on a l'impression que ce n'est pas la même chose. Mais je suppose que ce n'est pas des gens qui ont le même âge. Tout à fait. Ce n'est pas la même formation. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Donc tout à l'heure, effectivement, j'ai entendu la notion d'étincelle. Donc j'ai retenu cette expression. Je pense que c'est là l'objectif d'Africa Code Week. C'est l'étincelle. Et j'ai aussi noté le mindset. J'ai aussi noté cette idée qu'il faut que ces jeunes se disent « je peux devenir un champion dans ce secteur ». Et je pense qu'à la fois le mindset est aussi important que la compétence. Et chez nous, à 10 000 codeurs, on travaille sur les deux. On travaille sur le mindset et on travaille sur la compétence. Il y a un gros travail de mindset à faire sur une écrasante majorité des jeunes en Afrique qui sont consommateurs de technologie et qui ne sont pas acteurs. Pour ce problématique de mindset, nous avons lancé une initiative qui s'appelle African Geek. C'est une web-série que je vous invite à regarder. Une web-série en 6 épisodes avec l'humoriste Dikosh qui met en scène donc des personnes en qui les jeunes vont se reconnaître. Et le message derrière, c'est de dire, écoutez, vous pouvez devenir acteur de la transformation digitale du continent et pas seulement spectateur. Donc, pour revenir un petit peu à cette deuxième partie, à part le mindset, qui est très important, il y a un mindset à faire au niveau des jeunes. Donc, Africa Code Week le réalise et je trouve ça vraiment très bien et extraordinaire. Bien sûr, on est disponible pour contribuer. Et puis, il y a ce travail sur la compétence. On a un problème sur le continent, c'est que les écoles forment pour des diplômes, mais pas pour des emplois. Les écoles forment pour avoir un diplôme, pas pour avoir une compétence qui est en adéquation avec les besoins du marché. Les 100 personnes que nous formons à l'heure actuelle, à Yaoundé, à Douala, à Abidjan, à Dakar, nous les formons pour leur apporter des compétences qui correspondent exactement à ce que le marché attend. On est bien placé pour le savoir, puisque nous formons des professionnels. Lorsque Orange Sénégal me demande de former 30 ingénieurs qui sortent fraîchement des meilleures écoles du Sénégal, c'est bien qu'il y a un problème. C'est parce que Orange ne trouve pas dans ces jeunes qui sortent fraîchement de l'école les compétences qui sont en adéquation avec les besoins d'Orange. Nous, ce que nous disons, c'est que pour les 100 que nous avons formés et que nous finançons, pour information, les 100 là, il va falloir que derrière, il y ait l'insertion. Insertion par l'emploi ou insertion par l'entrepreneuriat. Et je suis très heureux de vous informer que nous avons notre meilleur élément du Sénégal qui vient maintenant de créer sa start-up dans le secteur de la santé. Les personnes que nous formons, nous leur donnons des compétences qui, associées à leur intelligence et leur connaissance de l'environnement, vont les permettre de détecter des besoins et de créer des logiciels pour qu'ils répondent à ces besoins et pourquoi pas de créer une start-up derrière pour gagner de l'argent à partir de ce savoir-faire. Donc, le mindset d'un côté, l'expertise opérationnelle de l'autre, c'est ça, 10 000 codeurs. Nous vivons dans l'espoir que la trajectoire qu'a eu Africa Code Week, nous l'ayons aussi, et que nous explosions, non pas en termes de nombre de personnes sensibilisées avec une étincelle, mais de personnes qui ont un nouveau mindset, un mindset de champion, et qui sont capables de sortir et d'être intégrés dans n'importe quel projet du monde entier, pas des projets africains, mais des projets du monde entier. C'est ça le prochain challenge. Et nous, aujourd'hui, nous voulons mettre en place un programme, et c'est pour ça que je vous dis que mon travail maintenant, c'est former des formateurs, c'est aussi construire des programmes pédagogiques que j'espère pouvoir partager avec les écoles. Ces écoles aujourd'hui qui ont 10 ou 20 ans de retard,
mais qui, je pense, ne demandent aussi qu'à être accompagnés. Et tout ce travail sur le système éducatif est indispensable. Les 100 premiers, nous allons communiquer dessus, ces 100-là, parce qu'il y a un gros travail aussi d'identification. Aujourd'hui, en Afrique, il manque des icônes. Nous avons une icône ici, Nour Bouaklin, qui est une icône parce qu'elle représente quelque chose dans l'écosystème. Et aujourd'hui, il y a besoin de jeunes qui représentent quelque chose. Donc les 100 personnes que nous allons former, principalement sur nos frais, nous allons les valoriser, nous allons les présenter, nous allons raconter leurs histoires. Nous allons dire qui ils sont, où est-ce qu'ils vivent, quels sont leurs passés. Aujourd'hui, ils sont au Cameroun, ils sont au Sénégal, ils sont en Côte d'Ivoire. Demain, ils seront en Tunisie, ils seront au Maroc, mais ils vont surtout inspirer. Et je pense que cette notion d'inspirer, comme nos amis de Kiro Games, eh ben, il inspire le gars. Au Cameroun, il inspire. Tout le monde veut faire du jeu vidéo maintenant au Cameroun. C'est extraordinaire. Donc voilà, j'insiste et je terminerai là-dessus. Le mindset, il faut le travailler. On a la web-série, on a de la vidéo. Les jeunes, ils sont accros à la vidéo humoristique. Et à côté, il faut des vraies formations qui apportent des compétences qui correspondent aux besoins du marché. Ça, c'est mon cheval de bataille. On va rendre un peu cette table ronde vivante, cher ami. Je pense que partout dans le monde, en fait, il y a très peu d'écoles qui forment pour des compétences, finalement. En France aussi, on forme pour des diplômes, mon cher ami. J'ai fait la France, pas pour autant, quand je suis rentré chez Areva, je n'étais pas opérationnel. Hein. Ouais. Donc, les généralistes. Il faut qu'on arrête d'être trop dur avec l'Afrique. Je pense qu'on est assez dur avec nous-mêmes, en fait. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, je ne crois pas au tout codeur. Hein. Franchement, je ne suis pas un homme du numérique, mais je ne crois pas du tout au tout codeur. Depuis quand on a dit en France que tout le monde sache coder? Vous avez entendu ça? On ne dit pas ça. On dit en Afrique, il faut que tout le monde sache coder. Non, je ne suis pas pour ça. Je pense qu'on doit tous en faire des usages. Je dois savoir utiliser un ordinateur, je dois savoir utiliser Excel, je dois savoir utiliser Visual Basic, mais jamais personne m'a demandé de coder sur Java. Donc, je pense par contre, ce qu'il faut faire, c'est d'intégrer dans les formations, dans les écoles, la capacité aux enfants d'utiliser les nouveaux outils. Tout à fait. Après, il y aura des groupes de personnes qui seront codées et qui vont faire le métier dont tu parles, que ce soit dans les jeux vidéo ou autres. Et au-delà de ça, franchement, je ne pense pas qu'on soit aussi mauvais que ça. Après les indépendances, vous prenez un pays comme le Bénin, nous avions moins de 5% de personnes éduquées. Qu'est-ce que nous avions en ce moment? Nous avons des maîtreurs et des administrateurs. Aujourd'hui, nous avons 50% de personnes éduquées. Vous avez des médecins, des ingénieurs, des marketeurs, vous avez tout dedans. Maintenant, le seul problème, c'est tant qu'on n'aura pas les entreprises, qui sont des entreprises qui rentrent dans la chaîne mondiale, dans la chaîne de globalisation, nous aurons toujours du mal à déployer ces compétences. Donc, il faut demander des partenariats avec des entreprises européennes, américaines, des entreprises du monde entier qui viennent s'installer et mettre cet écosystème, créer cet écosystème. À partir du moment où ça sera créé, nous serons tous compétents et c'est pour ça que nous devons nous battre. Merci. On va rebondir. Donc là-dessus, je dois dire que SAP a investi beaucoup en Afrique francophone, puisque nous avons un programme d'investissement de 500 millions d'euros sur 6 ans. Et en fait, le problème, c'est un problème d'induction, c'est-à-dire de créer cet écosystème. En Europe, nous avons cet écosystème qui est déjà florissant, qui fait que nous pouvons trouver des profils expérimentés. Et c'est vrai qu'en Afrique, ce n'est pas le cas. Donc il y a effectivement ce gap en termes d'emploi et d'employabilité et de compétences. Et donc nous travaillons, nous, sur 3 axes. Donc j'ai parlé de l'axe en termes d'employabilité, donc avec le programme Skills for Africa, où nous formons 500 jeunes dans 3 pays, donc au Maroc, au Kenya et en Afrique du Sud. Mais nous travaillons aussi sur d'autres axes. Un des axes que nous proposons, c'est aussi des stages, c'est-à-dire que nous invitons quelques jeunes talents africains à venir un stage dans nos équipes de développement en Europe. Donc ça, c'est quelque chose que nous proposons. Et le 3e axe, c'est aussi du coaching. C'est-à-dire que j'ai eu des demandes de coaching, notamment avec certains chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire, avec des jeunes qui avaient des projets de développement d'applications mobiles. Et ils m'ont demandé, est-ce que tu peux me mettre en relation avec un expert dans ce domaine-là, afin qu'il le coach et qu'il l'amène à justement pouvoir sortir cette application mobile sur le marché. Voilà. Donc on a véritablement ces 3 axes qui me paraissent intéressants à explorer afin de monter en compétences. Le coaching me fait penser à la relation entre les générations, entre les anciens et les jeunes. On dit que dans le numérique, les jeunes sont performants, mais en Afrique, on sait que les plus anciens ont de la sagesse. J'aimerais vous demander, Président, un petit peu ce que vous pensez, vous, sur
sur cet aspect donc, de la formation, puisque vous avez parlé des besoins des entreprises, sur la formation vu du point de vue du GICAM. Bon, déjà, je voudrais... j'abonde tout à fait dans le sens de mon confrère du Bénin pour essayer de m'inscrire sur véritablement rappeler, et puis si besoin est, que le numérique aujourd'hui est cet outil puissant qui a permis de rompre ces inégalités, qui fait en sorte que entre celui qui se prétend être riche, celui qui prétend avoir le pouvoir, qu'au moins vis-à-vis de la connaissance, on est quitte. Et ce n'est pas celui qui parle le plus qui a forcément raison. Dans les icônes, comme vous dites, il y en a beaucoup au Cameroun. Beaucoup d'icônes. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas sur le feu de l'actualité, ou sur le feu des projecteurs. Et nous qui avons le privilège d'être dans le feu des projecteurs, il faudrait que nous ayons une dose d'humilité extrêmement importante, c'est dire, nous ne sommes que les porte-voix des sans-voix. Et cette problématique de la formation, adéquation, formation, emploi, qui très souvent me revient à chaque fois, et pas plus tard qu'il y a 2 semaines avec l'ambassadeur de France au Cameroun. Et je salue d'ailleurs, au passage, justement l'appui que l'AFD fait au Cameroun ces derniers temps pour justement mettre en place des écoles de formation professionnelle pour essayer d'apporter une certaine professionnalisation de l'emploi. Mais c'est pas, ils vont très vite être limités à l'absence justement de l'absorption de ces emplois. Parce que c'est là l'enjeu. Et il faut également savoir que le monde du travail, les besoins vont toujours aller plus vite. Et il faut seulement avoir la capacité de s'adapter. Mais au regard du nombre, de l'ampleur des besoins qu'il y a en Afrique, moi je dis, je ne suis pas pour cette course effrénée, folle, à la numérisation et à cette culture de tout numérique. Écoutez-moi, à la limite, je sais à peine passer le SMS et faire le WhatsApp. Ça me suffit. Mais je dois avoir la capacité de savoir que je peux, vis-à-vis d'utiliser des personnes qui peuvent apporter de plus cela dans mon entreprise et faire que depuis, derrière, je sois plus compétitif au regard de la mondialisation. Et puis, c'est le lieu encore de rappeler ce qui est véritablement fondamental pour dire, on est justement en train de parler des problèmes, de cette problématique Europe-Afrique, et qu'il faudrait véritablement avoir un changement de paradigme. Celui-là demande véritablement de la part des sachants, de ceux qui ont, de l'Europe aujourd'hui, d'intégrer définitivement cette notion de dire nous devons véritablement délocaliser notre savoir-faire. Ne prenez plus l'Afrique, j'entends, subsaharienne, parce que c'est elle que je maîtrise le mieux. Et je crois qu'on est vraiment différent du Maghreb ou de l'Afrique du Sud, qui n'est pas Afrique. Nous avons des problématiques complètement différentes. Il faut véritablement pouvoir intégrer cette démarche de transfert des technologies là dans nos pays pour que derrière, on puisse répondre à la problématique des compétences. Sinon, il y aura, je préfère encore avoir un chômeur qui n'est pas formé ou un chômeur qui est formé. Il devient dangereux. Et c'est ça le risque de l'Afrique demain, d'avoir beaucoup de personnes qui sont très formées, qui ont des outils entre les mains, mais maintenant, c'est des armes extrêmement dangereuses. Non seulement pour l'Afrique, mais également pour l'Europe. Merci.
J'aimerais rebondir un peu parce que, Une dernière intervention, donc, Oui, avant de avant passer la parole à la salle. si vous voulez, c'est pour rebondir, parce que Didier Douglas, c'est mon voisin, sur les écosystèmes. Il est très très important, et vous avez tout à fait raison, de développer l'écosystème. Nous, ce qu'on a fait, et c'est un projet pilote qu'on pourrait ensuite échanger avec nos autres amis africains, parce que moi, je suis désolé, mais je pense que au Maghreb, on a quand même une culture, même vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne, même si on est très différents, il y a quand même une approche. Et moi, je le vois avec tous ces jeunes que je reçois, que je forme, que j'accompagne dans leur pays d'origine. La différence, elle se fait dans la tête, mais dans le cœur, il n'y a pas de différence pour moi. Et moi, j'adore ces gamins et je les accompagne. Et je vais vous dire ce qu'on est en train de faire. Et moi, avec mes amis, avec le soutien du gouvernement, on a développé tout un écosystème de l'industrie créative. Personne n'y croyait. Aujourd'hui, j'ai plus d'une 50aine de studios. J'attire des studios européens. Je suis en train de développer tout ça. Et autour de ça, on a développé, avec l'école dans laquelle je suis actionnaire, on a développé le premier Living Lab. Le premier Living Lab arabe et africain. Et on est reconnu par l'Union européenne. Et l'Union européenne, aujourd'hui, je vous ai dit, merci, nous prend aussi comme exemple. Et ce qui est très intéressant, parce qu'on parle beaucoup d'innovation. Et l'innovation est très importante parce qu'on fait la prospective, on essaie d'imaginer. Et tout ce qu'on développe, nous, dans le cadre du Living Lab, on essaie de le partager avec les jeunes que je reçois. Et c'est très important parce que si aujourd'hui, on arrive à créer ce lien avec l'Afrique à travers les jeunes, c'est eux qui sont porteurs de ce message. Et ce message est très important, c'est qu'on peut réussir. Et moi, on m'a toujours appris à la Commission, quand on parlait de l'Afrique, vous savez, on dit de l'innovation, il y a le D de disruptif. Mais sur l'Afrique, le D de disruptif, ça ne veut pas dire disruptif, ça veut dire système D, parce qu'on s'adapte aux besoins. Et c'est ça qui est très important. Et quand vous comprenez ça, on peut avancer. Et je voulais terminer par une petite réflexion et vous le dire que comme on fait partie, la Tunisie fait partie de Smart Africa, le gros projet dont on a parlé, on a été choisi parce qu'on a développé un écosystème start-up très important, on a énormément d'incubateurs, on a énormément de financiers, et on a été choisi dans le cadre de Smart Africa pour représenter l'Afrique dans le cadre de l'écosystème. Notre but aujourd'hui, c'est de développer l'écosystème start-up africain, et je pense que demain, le conseiller du ministre, M. Dalla, qui est présent dans la salle, va présenter cela. C'est très très important, puisqu'on va organiser une très grosse manifestation le 6 et le 7 septembre 2018, dans le cadre comment on va développer, on va parler des startups africaines dans ce cadre-là et comment on va les financer. Et voilà, je vais terminer, c'est quand on veut, on peut. En Afrique, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. On a ici un bel exemple de la coopération verticale, comme le dit le président Macron depuis la réunion des chefs d'État franco-africains entre Europe, Méditerranée, Afrique. Je crois qu'il y a une complémentarité des trois. On a traité la moitié de la question, puisque, un, il n'y a que des hommes qui ont parlé, pas encore de femmes, et deux, il n'y a que la tribune qui a parlé, pas encore la salle. Donc, on va donner la parole à la salle, non pas pour faire des interventions, mais là aussi, comme précédemment, pour vous présenter rapidement et vous poser une question. Monsieur. Oui, bonjour, je suis Noura Latoumi de la société Atos. Nous sommes en train d'embaucher aujourd'hui 65 000 personnes de maintenant jusqu'à 2020. Nous sommes déjà 100 000 personnes dans 72 pays. En Afrique, nous sommes 2 000 et notre direction nous demande d'être au moins 5 000 personnes d'ici 2020. Donc, par rapport à la formation, nous avons besoin de compétences SAP. Vraiment, là vous formez, je n'ai pas retenu le nombre. 500. 500, mais peut-être c'est que pour vous, mais nous qui sommes partenaires de SAP, donc oui, on a besoin de ces compétences-là. Pareil, donc tout ce que vous dites là, nous, ça nous intéresse vivement. Mais le problème, c'est pour se développer, il faut des projets, réaliser des projets. Voilà, donc c'est ça le problème. On veut bien, Atos, investir en Afrique. Mais il faut trouver des contrats et des projets. Voilà, donc on parlait de transfert de technologie et de compétences. Il faut aller plutôt vers ça que vers l'appel d'offres et je prends le moins cher. Et voilà, donc c'était pour dire merci. Nous sommes, très intéressés par tout ce que vous faites. Nous vous encourageons.
Demain, il y a des collègues d'Atos qui seront là pour faire une intervention aussi. Et sachez donc que nous cherchons des compétences. Merci. Si vous avez des candidatures à faire, n'hésitez Merci. pas à le faire. Merci. On va continuer le tour de table de la salle et ensuite on laissera un tour de chaque intervenant pour dire un mot pour répondre aux questions qui les concernent le plus. Monsieur. Bonjour à tous, je m'appelle Renato, je viens de la République démocratique du Congo et j'aimerais juste poser une question puisqu'aujourd'hui, moi je salue tout ce qu'on fait au niveau de code des applications. Je suis un ancien programmeur aussi, mais ma question c'est, on développe toutes ces applications qui vont circuler sur quelle infrastructure? Okay. On s'y retrouve aujourd'hui, la France, je prends le cas de la République démocratique du Congo qui est 4,5 fois. La France, je finis. On reste sur les compétences et talents. Les infras, c'était autre chose. Mais je vous écoute, oui. Voilà. Mais on va développer des applications qui vont circuler sur quoi? Qu'en est-il justement par rapport à tout le programme? Qu'est-ce qu'on prévoit au niveau des infrastructures aujourd'hui? On a entendu votre question. Monsieur voilà, de Ludo School. Donc, Xavier Laplace de Ludo School, je suis dans l'éducatif à la fois des enfants et mon passé, c'est la formation professionnelle digitale. D'accord. Et donc, je vais vous faire part à la fois d'une préoccupation et j'aimerais une réponse. Ma préoccupation, il faut savoir que pour produire de la compétence, pour accompagner le marché, il faut un écosystème de production de compétences. C'est-à-dire, je vais être très précis, un système privé. Pourquoi? Parce que privé... Excusez-moi, vous entendez mal? Il faut reculer un peu du micro. C'est bon là? C'est mieux là? Voilà, je disais en fait, pour produire de la compétence, il faut en fait, j'ose le dire, des entreprises privées qui sont orientées production de compétences. Car effectivement, ça se produit. Moi, à titre personnel, j'avais une société qui embauchait mes propres salariés formés. Et je considère qu'en Afrique, il y a un problème aujourd'hui pour faire émerger cet écosystème de formation. C'est quelque part le parasite, j'ose le dire, on va dire de la gratuité. Aujourd'hui, des tas de fondations font des choses gratuites. Et je considère qu'il faut réfléchir à cette gratuité qui empêche justement l'écosystème privé de se multiplier et de répondre à cette demande, et aussi à cette demande de plus en plus de grandes qualifications. Car un centre de formation, c'est aussi un centre de conseil et c'est parfois aussi une société de service. Et je pense que la gratuité, à la fois par la RSE et les ONG, pose problème en Afrique, ce qui évidemment est un tabou. Merci beaucoup. Monsieur ? Oui, bonjour, je m'appelle Philippe Dieudonné, je suis le président de la Société Humanum Exécutive qui intervient dans le domaine de la performance des hommes et des organisations et également dans la formation depuis une vingtaine d'années. Et j'ai un autre pied qui est dans le domaine de la cybersécurité. Donc c'est vous dire combien je suis heureux des propos qui viennent d'être échangés, qui relèvent à la fois de la formation et du digital. Et votre question ? Et ma question, elle est très simple. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge, où les compétences d'aujourd'hui sont obsolètes demain. Et ma crainte pour voir... comme chacun d'entre vous, l'évolution du continent africain, c'est qu'il y ait des copier-coller entre ce que je considère être des mauvaises pratiques de l'Europe à l'égard du continent africain. Et la mauvaise pratique, elle est très simple. Il y a un élément qu'on n'a quasiment pas abordé dans cette table ronde, qui est celui des nouveaux paradigmes du recrutement. En France, on a un défi absolument majeur. On a 6 millions de gens qui cherchent du travail. Et les entreprises disent on ne trouve pas de compétences. Et dans le même temps, on continue à reproduire les vieux schémas qui consistent systématiquement à faire coller des compétences avec un profil de poste. Et un profil de poste avec un CV. C'est totalement dépassé. Totalement dépassé. Et le monde du digital fait qu'aujourd'hui, on a de nouveaux profils que l'on qualifie d'ailleurs de slashers. Aujourd'hui, on fait une chose, demain, on fait une autre. Oui. Et c'est un défi absolument majeur, parce que je terminerai juste sur un chiffre. 1,5 million de jeunes programmeurs, peut-être, pourquoi pas, mais la progression démographique de l'Afrique d'ici 2050, c'est 500 millions d'habitants. D'accord. Merci. Monsieur, oui. Michel Guintoli de Système G. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie aussi, Monsieur le conférencier. J'ai juste une inquiétude par rapport à la formation. Est-ce qu'elle doit être... Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fabrication de futurs consommateurs des produits des entreprises?
Et quel est le lien entre la formation et les personnes formées, leurs besoins, leur culture? Est-ce que c'est juste des formations pour fabriquer de futurs consommateurs? Ou bien est-ce qu'il y a une alternative? Merci. Merci. Oui, attendez, monsieur là. Oui, allez-y. Oui, je suis Michel Guintouri, donc de Système G, architecte, un système d'information. Ma question sera plus d'aller dans le sens effectivement du président du Club 2030, c'est-à-dire d'exprimer une sorte de réserve, si vous voulez, sur la formation massive de jeunes au codage pur. Je ne pense pas que de leur apprendre à aligner 4 lignes de balises HTML avec 3 lignes de JavaScript va faire d'eux des vrais professionnels. En revanche, les former de façon plus méthodologique et plus conceptuelle aux usages, à la limite en faire de très bons utilisateurs d'un tableur ou d'une base de données simple, fera des professionnels plus efficaces sur le terrain. C'est une autre question, c'est une autre façon d'aborder la formation des professionnels. Merci, je vois que ça tourne en speed dating et c'est très bien, mais là il y a 3 dames qui lèvent la main, alors on va vous laisser la parole. Bonjour, donc, cher intervenant. Je vais rejoindre un peu l'intervention de monsieur de tout à l'heure, parce que ce n'est pas parce qu'on est enfermé dans une salle tout spécialisée du numérique qu'on va passer à du tout numérique partout. Alors, les Africains, tous les Africains ne peuvent pas être des trucs. La plupart sont des utilisateurs de l'informatique au lieu d'être des exécutants, des gens qui... Donc, faire du tout codage, ce n'est pas ça du tout le résultat. Ce n'est pas du tout à ça qu'on veut aboutir. Et le fait de spécialiser les gens aussi dans une certaine... parce qu'une société a besoin d'une certaine spécialisation, de les mettre dedans et de les encadrer dans ça, je ne pense pas que c'est ça qui va rendre service à l'Afrique. Nous, anciens informaticiens qui sommes sortis des années 90, ce n'est pas pour cette raison qu'on n'est pas aujourd'hui au point et qu'on ne puisse pas s'adapter. Donc la formation elle doit être faite sur la base, sur la conception, pour que les gens puissent s'adapter à toutes les situations et ne pas être enfermés dans des créneaux. Il y a l'exemple que M. Datos a cité tout à l'heure. Il y a des milliers d'ingénieurs que vous êtes en train de recruter. Il ne faut pas les recruter déjà pour leur faire des tâches qui ne soient pas adaptées. Par exemple, beaucoup viennent de la diaspora, sont revenus au pays, mais il ne faut pas qu'on les recrute pour leur faire des tâches qui ne soient pas en adéquation avec leurs compétences. Donc je pense qu'il faudrait aussi que l'Afrique fasse attention à ça et qu'on veille à ce que les gens soient formés, soient bien formés à la base et puissent être réutilisables dans cette société et ne pas être encadrés dans des carcans. Moi, c'était par rapport à... Merci. Madame Bonsoir, donc Abibata Touré, je suis ingénieure informatique. Donc je rejoins l'intervention de tout à l'heure de la dame par rapport à tout ce qui va être langage de programmation parce que voilà, d'après les intervenants, là, il faut justement aujourd'hui des langages adaptés au marché, sauf que l'informatique, surtout la technologie, évolue à pas de géant. Donc, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on est sur du J2E, sur du Node.js, mais dans 5-10 ans, peut-être que ça sera des technologies démodées. Donc, ma question, c'est, vous n'arrêtez pas de parler de ces jeunes que vous êtes en train de former, de ces jeunes, justement, que vous aidez dans une certaine insertion professionnelle dans le monde de l'informatique, mais vous ne parlez pas de ces jeunes formés qui sont là, qui veulent partir, qui veulent vraiment partir, mais qui n'ont justement pas de possibilités. De possibilités d'embauche parfois, de possibilités d'accompagnement ou tout simplement de possibilités de travailler sur des projets divers, sur divers projets plutôt, ou sur des projets variés. Donc aujourd'hui, existe-t-il pour un accompagnement pour ces personnes déjà et on fait des formations qui n'attendent justement qu'à se mettre à votre service? Merci. Merci. Une dernière question. Donc, oui, ben alors allez-y. Et puis il y avait une dernière dame et on arrêtera là. Alors, Nasser Amar, président d'une école d'ingénieurs privée qui s'appelle Esprit, qui a été créée en 2003, donc par des sages d'un certain âge, après avoir exercé plus de 20 ans dans le public. Et je trouve le débat intéressant, d'autant plus intéressant qu'au moment où on a franchi le pas pour aller vers la sphère privée, après avoir exercé longtemps dans la sphère publique, on s'est posé toutes les questions
sujette au débat dans ce panel. Et la réponse qu'on a pu trouver à toutes ces questions, c'est que, d'une part, dans le numérique du moins, il n'est plus question d'opposer besoin et marché, tout est dynamique. Et donc, d'ailleurs, c'est quoi le marché pour le numérique, alors que ce matin, on parlait de marché atomisé dans les pays africains. Donc, c'est un marché global que tout pays doit saisir. Je salue Mohamed Zeglami, qui a saisi une niche dans les jeux vidéo. Il s'adresse, en fait, à des marchés européens, canadiens. Parce que, y a-t-il un marché tunisien pour les jeux vidéo, pour un petit pays de 10 millions d'habitants? Ça pourrait le devenir, mais c'est petit. D'autre part, il ne faut pas opposer formation et compétences, parce que parler de formation, c'est insister sur le pendant, l'acte de former. Alors qu'il y a un nouveau paradigme, les gens apprennent, ils ne se forment pas, on ne les forme pas. Et donc le nouveau paradigme nous a inspiré à esprit pour casser avec le modèle traditionnel qui consiste à dispenser des connaissances et des savoirs et aller vers des nouveaux paradigmes basés sur l'apprentissage actif dans les formations d'ingénieurs dans le numérique, basés sur les problèmes et les projets. Et c'est quelque chose en vogue en Amérique du Nord, en Europe aussi. Donc on met davantage les étudiants en situation, lesquelles situations se rapprochent de plus en plus de l'environnement qu'ils vont trouver dans l'entreprise. Et ceci ne peut se faire qu'en partenariat avec l'entreprise. Il n'y a pas d'une part une entreprise qui recrute et une école qui forme. Donc nous sortons, par exemple, il y a des modèles qui sortent un peu, des modèles où on sort des diplômés en France, comme l'école 42, l'école Saint-Plan. Et tout ceci devrait nous interpeller. Et le but, ce n'est pas de dire qu'il faut privilégier un modèle par rapport à un autre, c'est de s'en inspirer même dans les modèles classiques de formation initiale diplômante et en allant vers de nouveaux modèles où on forme des acteurs dans le numérique en partenariat avec le monde de l'entreprise. Alors, un mot sur les indicateurs. Si vous permettez, parce qu'on est... Oui. Donc, je pense qu'il y a encore d'autres questions. Voilà, c'est votre intervention un petit peu longue. Si vous pouvez... Donc, juste pour 30 secondes pour terminer. Nous avions démarré avec 40 étudiants en 2003. Nous en comptons 5000 aujourd'hui. Nous sortons des cohortes de 900 diplômés par an dans le numérique. 30% s'expatrient, c'est tout à fait le marché est mondial. Le reste trouve de l'emploi dans des secteurs porteurs en Tunisie. Nous comptons très peu d'étudiants africains, c'est l'occasion, donc nous en comptons beaucoup qui viennent du Cameroun. Et nous venons de créer une chaire UNESCO pour former les formateurs, parce que c'est le talon d'Achille pour les pays africains. Et là, j'invite un peu tous les pays amis africains. Donc cette chaire UNESCO a organisé 3 ou 4, 5 ateliers, parce que pour former les compétences, il faut avoir les formateurs pour. Et je suis à disposition pour... je viendrai vous voir. Merci beaucoup. Donc, je disais une dame pour la dernière question. Ça sera vous, madame. Et puis après, on passera, si Irène veut bien, dernier tour de table pour rendre le floor à l'heure prévue. Alors, on est en e-démocratie. Normalement, on a 20 minutes déjà de retard. Et je pense qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui ont des engagements. Est-ce que vous voulez poser vos questions au panel qui est là, ou est-ce que vous voulez... Parce je vois pas mal de mains qui sont dans la salle. Alors, ceux qui veulent poser des questions et comprennent 10 minutes supplémentaires pour des questions, mais vraiment, s'il vous plaît, courtes et précises, il vous suffit de lever la main et si vous êtes très nombreux, on va s'accorder 10 minutes supplémentaires. Le programme est prévu de terminer à 17h30, donc on va peut-être terminer ça, puis après, on fera une dernière série de questions, si vous voulez. Donc, madame, une dernière question, la réponse de la salle, et puis ensuite, si on veut, on fera un dernier tour pour finir à 17h30. Est-ce que ça va comme ça ? On était censé finir à 17h. C'était marqué 17h30 sur le programme, c'est pour ça on nous a pas dit. On a démarré à 16h. D'accord. Madame. Bonjour à tous. Je tiens à remercier tout le panel présent pour leur intéressante et très riche intervention. Moi, je tiens juste à préciser un point. C'est une question que je pose à tous les participants qui sont face à moi. Concernant les jeunes qui développent des programmes, puisqu'on parle du digital, ceux qui développent des programmes et qui font des start-up. Moi, j'ai remarqué juste une chose, c'est que la moyenne d'âge, elle est de 24 ans. Donc, il y en a qui commencent à 20 ans, il y en a qui commencent à 26 ans. Le maximum, c'est 28 ans.
Donc, on peut dire qu'ils ont une maturité de créativité, une maturité d'intelligence, de tout ce qu'on veut, sauf une maturité managériale. D'accord. La question que j'ai à poser, puisque, bon, concernant la partie européenne, elle ne se pose pas, mais concernant la partie africaine, j'y ai assisté moi-même et j'en ai vu. Ces gens-là, ils créent leur start-up, ils développent des programmes et du jour au lendemain, ils disparaissent. Ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a dans les programmes d'incubateurs qui sont en train de fleurir actuellement dans les pays africains, est-ce qu'il y a un programme d'accompagnement qui est prévu? Est-ce qu'il y a une charte à respecter par ces incubateurs? Est-ce qu'il y a un suivi de ces jeunes? Puisque pour une simple raison, la question elle va se terminer là, c'est que ces jeunes-là, on voit qu'ils développent des programmes, mais ces programmes, ils sont ou volés ou bradés, pour une simple raison, c'est que du jour au lendemain, le créateur, il développe et il disparaît. Merci. Donc on va Je précise que ça, c'est une question qui va être adressée demain. Il y a un panel spécifique sur le soutien des startups. Super, merci. Donc maintenant, on va refaire le tour du panel en commençant par la droite jusqu'ici, mais en essayant de faire court. C'est ça, Monsieur Jumbert? Oui, alors je tenais à adresser quelques précisions par rapport aux questions. Donc pour la formation des jeunes, dans le cadre d'Africa Code Week, il s'agit d'une formation sur le logiciel Scratch. Donc c'est pas déjà ce n'est pas un logiciel SAP, c'est un logiciel dit libre, qui est donc gratuit, d'utilisation, de distribution. Et c'est un logiciel qui est particulièrement adapté à l'enseignement des enfants. Le but, ce n'est pas d'en faire des experts en informatique. Donc la question de l'obsolescence, j'ai envie de dire, de la technologie ne se pose pas, mais on leur apprend en fait les bases de la programmation, une boucle conditionnelle, le début, la fin, le paramétrage d'un programme. Vous voyez, tous les concepts de base de la programmation informatique. On ne leur apprend pas du PHP. Merci. Voilà. Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est une formation qui a pour but de créer une étincelle et pas de faire des experts en informatique. On a compris. On continue, Monsieur le Président? Non. Obgis. Alors, je m'excuse d'avant de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions d'un coup. C'est normal. Pour moi, un bon informaticien, ce n'est pas un informaticien qui maîtrise les langages de programmation. Ne nous y trompons pas. Pour moi, un bon informaticien, c'est quelqu'un qui est capable d'écouter un besoin et de traduire ce besoin en logiciel. On est d'accord? Moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille 10 000 codeurs, mais en réalité, c'est un prétexte. C'est un prétexte, pourquoi? Parce que les personnes qu'on forme, on leur apporte une certaine autonomie pour être capable de concevoir et de développer. J'ai bien dit concevoir et développer. Pour nos jeunes qui sont déjà informaticiens et qui sont sur le bas-côté de la route, s'ils sont capables de concevoir et développer, ils vont donc être capables d'observer autour d'eux quels sont les besoins. S'ils identifient des besoins et qui sont capables de concevoir et développer des logiciels qui répondent à ces besoins, ils vont pouvoir entrer dans la voie de l'entrepreneuriat potentiel. Le problème, c'est qu'on leur a appris pendant des années à étudier pour avoir un salaire. C'est là où il y a le problème du mindset. Oui. Voilà un petit peu quelques éléments de réponse. Merci. Je reste à disposition pour la suite. Monsieur Egwe. Moi, je pense que tout ce qu'on a discuté aujourd'hui se résume en quelques mots. Je pense qu'après les indépendances, nous, en tant que pays africains, surtout au sud du Sahara, comme le disait le président tout à l'heure, nous avons tout concentré sur la politique. Nous avons tout misé sur l'homme providentiel politique. Nous avons oublié l'entreprise et la société civile. Et nous sommes en train de le payer cher. Nous sommes en train de le payer cher parce que du coup, nous n'avons jamais développé l'écosystème des entreprises. Alors que les entreprises apportent du capital et du savoir-faire, et la société civile est là pour driver la société. Et ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est de rééquilibrer tout ça. 33, 33, 33. Merci. Bravo. Moi, excusez-moi, je voudrais répondre aux petits jeunes qui se posaient la question sur qu'est-ce qu'on met dans les tuyaux. Je vais te donner un petit chiffre très rapidement parce que je sais que tu étais très demandeur. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les jeux sur mobile génèrent plus de 13 milliards de dollars au niveau mondial. Il y a 400 millions d'utilisateurs à peu près en Afrique aujourd'hui, et il faut savoir que 26% d'utilisateurs et de détenteurs de smartphones ne passent jamais un appel vocal parce qu'ils ne font que jouer. C'est étonnant. Voilà, c'est une petite réponse. Je voulais répondre aussi très rapidement au monsieur sur l'éducation. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'Afrique regorge de talents. Il y a des choses extraordinaires. Moi, je travaille par projet.
je fais de la prospective, je vais chercher mes propres marchés. J'attends pas que les marchés viennent. Je vais aux États-Unis, je vais au Canada, je vais en Europe, je montre le savoir-faire que nous avons actuellement mis en place en Tunisie, et ça fait parler de cet écosystème. Et c'est, à mon avis, ce qu'on doit tous faire. Il y a des écosystèmes extraordinaires qui sont en train de se développer en Afrique de l'Est. On parle beaucoup du Kenya, de l'Afrique du Sud, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Chaque acteur doit être le moteur de son pays. Et moi, le seul petit problème que je verrais, c'est qu'on ne travaille pas sans réseau. Et moi, je le vois en Tunisie, j'ai des demandes extraordinaires que je n'arrive pas à faire. J'aimerais bien établir des centres 3D, n'importe quel pays africain aujourd'hui pour aider ça, mais je n'ai pas l'écosystème et je n'ai pas le centre de formation, et c'est pour ça que je vais commencer au Cameroun, à faire le Cameroun, puis après en Côte d'Ivoire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que quand vous travaillez sur des projets, sur la gestion de projets, quand vous les cherchez, l'Afrique, il n'y a pas de problème. On les trouve, les projets. Et pour répondre à la jeune fille qui est là-bas sur les ingénieurs, on ne laisse pas les jeunes sur le bas-côté. On est en train de mettre en place aujourd'hui, on a un gros problème comme dans tous les pays africains, en Tunisie, c'est qu'on a énormément de chômeurs, de jeunes chômeurs dans le secteur informatique. Après, c'est le choix. Soit vous faites du codage, soit vous faites autre chose. Et moi, ce que j'ai proposé au gouvernement, c'est de travailler sur les métiers de la 3D, parce que les métiers de la 3D sont les métiers de l'industrie 4.0 du futur. Quand vous comprenez ça, on peut faire beaucoup de choses. Et l'Afrique est capable de le faire. Voilà, très rapidement. Merci. Philippe? Oui, écoute, alors, très rapidement, parce que je sais qu'ils sont très en retard. Je dirais que le numérique, ce n'est pas un objectif en soi, ce n'est qu'un moyen. C'est un moyen pour créer de la valeur, pour aider, pour optimiser des secteurs existants comme la santé ou l'agriculture. Merci.